Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo plus en mode podcast aujourd'hui pour vous parler des points et des entreprises que je vais surveiller dans cette semaine de résultats qui arrive, semaine certainement la plus importante du premier trimestre 2025. Donc on va regarder notamment SoFi, Visa, Microsoft, Meta, Robinhood, Lilly, CVS, Mastercard, Amazon, Apple. Et évidemment, il y a d'autres entreprises que je vais surveiller. Par exemple, là, je vois Airbnb, il y a aussi Starbucks, des entreprises que je regarde régulièrement. Mais j'ai réussi à nous faire trois catégories qui me semblent très importantes. L'une sur l'IA, le cloud, etc. La deuxième sur les paiements et les banques, et la troisième sur la santé. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo, notamment pour moi-même, pour savoir un petit peu ce que je vais suivre, parce qu'ensuite, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Petite astuce d'ailleurs, une fois que vous savez ce que vous recherchez, par exemple, sur une entreprise, vous pouvez aller prendre les transcripts des conférences destinées aux investisseurs, donc la version texte, et au final faire des recherches dedans au format texte pour gagner beaucoup de temps. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais. D'ailleurs, là, c'est vraiment une vidéo pour moi, pour vous montrer aussi ce que je vais suivre et le retenir moi-même. Et après, chacun fera ce qu'il veut de ses investissements. Alors, au niveau des entreprises qui vont être dans le secteur de tout ce qui est IA et les clouds, on va penser à Microsoft, Meta, Amazon et Apple qui vont toutes publier cette semaine, mercredi soir et jeudi soir. Au niveau de la croissance des clouds, ce que je vais surtout surveiller, c'est la capacité de calcul en IA dans les clouds. Parce que oui, toutes les entreprises qui font des recherches en IA ou qui l'utilisent ne vont pas aller installer des cartes de calcul dans leur, entre guillemets, hangar avec de la puissance, etc. C'est souvent mis dans des clouds. C'est des entreprises qui fournissent ça et ensuite on vend de la puissance de calcul. Est-ce qu'il va avoir une augmentation des capex, des investissements? Notamment, ça me fera penser à Nvidia et AMD qui vont certainement en profiter. Donc, est-ce que ces entreprises maintiennent leurs investissements, voire même les accélèrent? Microsoft est aussi un énorme fournisseur de cloud et évidemment Amazon avec AWS. Donc, c'est des choses qui m'intéressent. Et vous avez aussi, par exemple, Meta qui investit beaucoup dans les cartes d'inférence, notamment via AMD, pour faire tourner leur modèle d'IA, aussi bien l'AMA 4 que aussi tout simplement leurs algorithmes qu'ils ont sous les applications comme Instagram, Facebook, etc. Je vais voir aussi s'ils commencent à mentionner comment l'intelligence artificielle les aide au niveau du chiffre d'affaires. Je pense ici à Microsoft. Est-ce qu'on a une adoption par les entreprises, notamment via Copilot? Parce que autant les particuliers, on est assez à l'aise à utiliser des IA, autant dans les entreprises, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez de la propriété intellectuelle et les entreprises vont certainement pas autoriser un employé à aller parler de ce qui se passe au sein du business sur une IA qui ne serait ouverte entre guillemets à d'autres entreprises et qui ne serait pas sécurisée au sein de l'entreprise. Et je pense que Microsoft, c'est vraiment le point d'entrée des entreprises pour l'IA, puisque Microsoft ferait aujourd'hui énormément de B2B, donc de business to business. Il travaille avec d'autres entreprises. Je regarderai aussi les chiffres d'affaires sur d'autres segments, notamment la publicité chez Meta et Amazon, et j'écouterai aussi ce qu'ils nous disent sur l'état du consommateur aux États-Unis et à l'étranger. Il ne faut pas oublier que ces entreprises sont extrêmement mondialisées et une grosse partie de leur chiffre d'affaires n'est pas fait aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça, souvent on me dit mais pourquoi tu investis qu'aux États-Unis? La réalité c'est que même si ce sont des entreprises américaines, c'est des entreprises qui font du business évidemment bien ailleurs qu'aux États-Unis aussi. Pensez à Microsoft, à Meta, Amazon, à Apple, les iPhones, ils sont vendus partout sur Terre. Et enfin, j'essaierai de voir s'ils sont en train de travailler sur d'autres projets entre guillemets annexes qui me paraîtraient extrêmement importants. On pensera à la santé, à la logistique, à la robotique ou à d'autres secteurs même auxquels je n'aurais pas pensé. Parce qu'il y a beaucoup de synergie pour moi. On a Amazon qui a clairement un énorme potentiel qui serait extrêmement bénéficiaire de tout ce qui est l'automatisation et la robotique, avec la livraison qui va être de plus en plus automatisée, les hangars aussi. Ils doivent certainement y travailler en interne, mais j'aimerais voir s'ils communiquent là-dessus, s'ils en parlent, à quel point tous ces nouveaux outils leur font gagner du temps. On pensera aussi à Apple, qui est vraiment le roi du hardware. Donc le hardware, c'est les téléphones, les montres, etc. Tous les produits électroniques. Eh bien, vont-ils se lancer dans le hardware au niveau de la robotique? Il y aurait des bruits qui courent comme quoi leurs anciens ingénieurs qui étaient sur la division voiture seraient passés sur une division robotique. Est-ce qu'ils en parleraient? Bon, faut pas rêver avec Apple, généralement ils en parlent assez tard, mais je serais quand même curieux de savoir si ils en parlent. Meta aussi, ils ont des grosses ambitions dans le hardware. On sait qu'ils ont les lunettes connectées sur plusieurs formats, aussi bien le partenariat avec Ray-Ban que leur casque connecté de réalité virtuelle. Et est-ce qu'ils ont des ambitions aussi dans tout ce qui est notamment logistique et humanoïde?
peut-être. Et enfin, Microsoft, comme je vous le disais, qui est une vraie porte d'entrée des entreprises pour l'intelligence artificielle et est-ce qu'ils voient de l'adoption. Donc voilà beaucoup de points que je vais suivre sur ces entreprises, notamment pour celles sur lesquelles je suis actionnaire, c'est d'autant plus important de suivre les résultats. Deuxième secteur dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui est banque et ou courtier pour l'investissement en bourse et pas que d'ailleurs, crypto, etc. aussi. On va parler de SoFi, Robinhood, Visa et Mastercard. Les points classiques que je vais regarder, mais je les regarde à chaque fois, c'est croissance des utilisateurs. Est-ce qu'on a de plus en plus d'utilisateurs et d'utilisateurs actifs mensuellement? Sur SoFi et Robinhood, c'est hyper intéressant pour moi. Sur Visa et Mastercard, c'est beaucoup plus les volumes que je vais regarder. Par contre, les croissances d'utilisateurs sur SoFi et Robinhood, je regarde parce que pour moi, ce sont des entreprises qui sont en train d'être adoptées par des nouveaux clients et notamment les nouvelles générations. Et les anciennes banques doivent se battre contre ces nouvelles banques pour justement qui va avoir les clients de demain. Aujourd'hui, ma génération, la génération Y, est en train de commencer à avoir les revenus et c'est hyper pertinent de voir les courtiers qu'on adopte, les banques qu'on adopte. Est-ce que c'est la banque du bout de la rue ou est-ce que c'est des outils un petit peu plus modernes? Et évidemment, c'est pour ça que je suis investi sur SoFi, que je m'intéresse énormément à Robinhood. Voir aussi s'ils donnent des prévisions pour voir la tendance aussi bien sur les paiements au niveau mondial, les paiements aussi entre pays, pour voir si on a des ralentissements économiques, des ralentissements sur le voyage, etc. Au niveau de Mastercard, de Visa et de la crypto, je voulais en parler parce que on sait que c'est des domaines auxquels ils s'intéressent, notamment via les stablecoins et Solana. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire et à ne pas rater d'ailleurs. Quand vous voyagez beaucoup, vous constatez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, notamment dans les nouvelles générations, qui ne payent pas spécialement avec les cartes, mais qui peuvent payer aux États-Unis. Bon, on pensera à Venmo et à Cash App. Si vous allez en Asie, vous avez d'autres applications et d'autres systèmes bancaires, et tout le monde ne paye pas par carte. Et je pense que c'est pour ça qu'ils s'y intéressent, et ils ont raison à mon avis, parce qu'il y a vraiment un coche à ne pas rater. Ensuite, pour revenir un petit peu tout ce qui est banque, courtier, Robinhood, ça y est, il s'attaque à la banque. Et le plus je fais de recherche sur cette entreprise, le plus j'aime ce que je vois. Mais hélas, c'est reflété dans la valorisation, donc je n'ai pas encore franchi le pas. Mais par contre, je vais mettre mes chiffres à jour en priorité sur cette entreprise, surtout si on vient avoir une baisse pour X, Y, Z raison. Sur le court terme, les entreprises peuvent corriger juste parce qu'il y a eu quelque chose que les analystes ou le marché n'a pas apprécié, on ne sait jamais. Donc je surveille de près. Pour moi, c'est un secteur sur lequel il va avoir beaucoup de changements. C'est pour ça que je souhaite m'y exposer et j'y suis déjà exposé et je continuerai à le suivre. Maintenant, le troisième secteur que je vais suivre la semaine prochaine, c'est tout ce qui est la santé, les pharmacies aussi. Déjà les pharmacies, tout simplement parce que je suis investi sur IMS, qui est quand même une entreprise importante pour moi. Je veux voir un petit peu ce qu'ils disent au niveau du trafic. Est-ce que le trafic physique continue à baisser chez CVS, notamment par rapport aux dématérialisés, parce qu'ils font aussi de la vente en ligne. Je veux voir aussi ce qui se passe au niveau des assurances et des systèmes, entre guillemets, qui sont non centrés sur le patient. Si IMS arrive à prendre des parts de marché et commence à être une entreprise non négligeable, on en parle après, c'est tout simplement parce qu'il y a un moment, si on prend soin du patient et si on résout vraiment ses problèmes par rapport à un ancien système qui, en tout cas c'est mon avis, n'est pas forcément optimisé pour le patient, en tout cas pas dans 100% des cas, et bien forcément un jour vous avez un acteur qui va venir prendre des parts de marché en apportant de la valeur pour le client. Et comment est-ce qu'ils s'adressent ces problèmes? Comment est-ce qu'ils sont en train de combattre des entreprises qui leur prennent clairement des parts de marché? Je regarderai aussi les résultats de Lilly et donc aussi évidemment concurrent de Novo, entreprise européenne. Les deux sont très populaires en ce moment grâce à tous les médicaments qui sont très populaires au niveau de la perte de poids. Donc on pensera à liraglutide, semaglutide, etc. Évidemment ça c'est les molécules et au niveau des produits avec les marques, vous avez Ozempic, vous avez Mounjaro, Zepbound, Wegovy qui sont assez connus. Je me demande si un jour, un des deux travaillera avec un partenariat, par exemple sur IMS ou d'autres acteurs d'ailleurs de la pharmacie en ligne. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ça arrive. IMS devient vraiment non négligeable dans les prescriptions et l'accès aux nouvelles générations. Il y a beaucoup de personnes qui désirent passer justement par leur téléphone, voir un docteur en ligne. Des personnes pour qui la confidentialité c'est important, ne pas aller dans une salle d'attente, galérer à voir un médecin, ne pas savoir combien on va payer par avance, ne pas savoir si l'assurance va trouver une excuse pour pas nous rembourser, payer au final plus cher à cause des copays que ce qu'on payerait si on payait en direct. Au final, connaître le prix par avance et de façon mensualisée, c'est quelque chose en fait que certaines personnes désirent. Et donc, je me demande si un jour il n'y aura pas un partenariat avec ces entreprises. À savoir aussi que pour moi,
la baisse de prix, elle est inévitable à moyen terme. Vous avez déjà toutes les solutions orales et anciennes qui fonctionnent pas si mal que ça. Évidemment, les nouvelles solutions fonctionnent encore mieux. Vous avez aussi le fait que la demande augmente, donc il y a un moment, si la demande augmente et que les prix ne baissent pas, il y a des acteurs qui vont s'y attaquer. Vous avez des molécules certes un peu moins efficaces, mais qui tombent dans le domaine public. Vous avez aussi tout ce qui est prescription sur mesure. Par exemple, si un docteur estime que vous avez besoin de vitamine B12, eh bien on vous fait une prescription sur mesure et instantanément, IMS peut commencer à vous vendre des molécules, même si elles sont encore sous brevet, mais vu qu'elles sont faites sur mesure pour vous, eh bien ils ont le droit d'en fabriquer, et donc vous pouvez légalement vendre des molécules qui seraient normalement pas possibles d'être vendues si elles n'étaient pas faites avec des micro-dosages pour les patients. Donc il y a beaucoup de sujets à rechercher dans ce domaine. Je sais que pas mal de personnes sont investies aussi sur Lilly et sur Novo. C'est des entreprises, notamment Novo, dont j'ai déjà parlé en vidéo. C'est un secteur qui bouge énormément et je vais continuer à m'intéresser. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, depuis le premier jour, je ne suis pas sur IMS pour les médicaments pour la perte de poids. D'ailleurs, ils n'en proposaient même pas à l'époque. Je suis dessus parce qu'ils sont en train de disrupter un marché beaucoup plus large à mon avis. Mais il n'empêche que vu que tout le monde en parle en ce moment, c'est quelque chose que je vais suivre parce que je ne serais pas étonné qu'il y ait soit du partenariat annoncé, soit qu'il y ait beaucoup de mouvements dans le secteur. Et au final, c'est important pour moi parce que quand, encore une fois, le client, ou dans ce cas-là, le patient n'est pas satisfait par des anciennes solutions, eh bien vous avez des entreprises qui vont venir prendre des parts de marché. Et en tant qu'investisseur, c'est mon travail que d'aller les repérer pour investir dessus. Donc voilà, c'était une vidéo plus en mode podcast, résumé de tout ce que je vais suivre. Au final, je pense qu'il y avait quand même pas mal de valeurs et de points importants, parce qu'au final, ces vidéos, elles sont plus importantes que vous montrer des chiffres et une valorisation. Certes, le quantitatif, c'est important. À savoir qu'aussi belle l'entreprise soit-elle, il ne faut pas la payer n'importe quel prix. Ça, c'est les chiffres qui vont nous le dire. Mais au final, pourquoi on investit? L'analyse qualitative, le secteur, etc., les changements qu'on a en permanence dans les secteurs, et ça arrive tout le temps que les entreprises se fassent disrupter. Il suffit de regarder les premières entreprises dans les indices sur les 30 dernières années, il y a du mouvement. Et ça, je me dois de m'y intéresser. C'est pour ça que je fais de plus en plus de vidéos sur ce sujet, parce que c'est extrêmement important à mon avis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.